avec Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Tu vas donner aux auditeurs des conseils pour savoir comment développer l'optimisme chez l'enfant. Exactement. L'optimisme, ça se cultive effectivement. On a remarqué que les enfants qui étaient plutôt optimistes par rapport aux pessimistes réussissaient mieux en général dans la vie. Ces enfants-là, donc ces enfants qui sont optimistes sont beaucoup moins dépressifs. On le remarque aussi chez l'adulte. Ils ont plus de succès à l'école et au travail, ils ont plus de succès dans le sport et ils ont une meilleure santé. Donc de là à dire que l'optimisme permet de favoriser tous ces centres d'intérêt, oui, effectivement. Alors, donc c'est des analyses qui ont été reportées dans le livre dont j'ai parlé, ma Bible de la psychologie positive par Cécile Neuville, aux éditions Le Duc. Eh bien, le premier conseil serait d'établir un lien parental qui ne soit ni distant ni étouffant. La juste limite entre encadrer un enfant et ne pas se dire non, je lui laisse beaucoup d'autonomie et il pourrait prendre ça pour une distance, par exemple. Le deuxième serait avoir une attitude optimiste vis-à-vis des progrès de l'enfant. C'est-à-dire qu'à chaque fois l'enfant progresse, eh bien, on l'encourage, on optimise. Voilà, tu as très bien fait avec des termes, avec des mots. Les mots, les enfants comprennent très très bien tout ce qu'on leur dit, même tout petit. Montrer de la chaleur et de l'expressivité émotionnelle. On prend l'enfant dans les bras, on lui fait un bisou, on le câline, on l'encourage, on lui dit avec des mots, vraiment on renforce son émotion de satisfaction. Quatrièmement, fixer en commun des buts qui ont de fortes chances d'être atteints, mais pas à pas. C'est ce qu'on fait aussi dans le coaching. En général, on fait la méthode des petits pas. On a un objectif final, mais pour arriver à cet objectif, on va faire 10 petits objectifs avant pour y arriver. On fait des étapes. On ne va pas dire... on n'atteint pas directement un objectif, un grand objectif. On passe par des étapes. Donc, on fait exactement la même chose. Cinquièmement, montrer de l'empathie pour comprendre ce que souhaite vraiment l'enfant et ne pas lui imposer ses propres buts. L'enfant est autonome et il est capable d'exprimer ce dont il a besoin et la façon dont il va entreprendre son projet. On peut le soutenir, on peut le conseiller éventuellement, mais il faut que son projet reste son projet. Justement, j'allais te le dire, avec des règles qui sont encadrées, quoi. Qui soient encadrées, mais qu'on respecte son idée. Si lui, il a décidé, dans son schéma, il pense que pour arriver à dessiner telle chose, eh bien, il va falloir faire d'une certaine façon. On ne lui prend pas le stylo des mains en lui disant « mais non, c'est comme ça qu'on fait ». On le laisse faire. Tout à fait. On ne le brime pas, on le laisse s'exprimer. Et très souvent, j'ai été parent et c'est vrai qu'on peut manquer de patience. Un enfant, il veut faire quelque chose, il a besoin de temps pour y arriver. Parce que nous, on a l'expérience derrière nous, donc on va aller plus rapidement. Lui, il a besoin de découvrir tous les schémas pour y arriver. Et très souvent, on s'impatiente un petit peu du manque de rapidité à effectuer quelque chose. Et on voit qu'il n'arrive pas à monter quelque chose en Lego. Combien de papas s'y sont mis pour monter le truc à la place de l'enfant ? C'est pas la solution, ça. Voilà. Alors que l'enfant va peut-être le monter de travers, mais au moins, il aura expérimenté. Puis la fois d'après, il saura que la pièce de Lego, il faut la mettre à tel endroit. On peut le guider. Mais après tout, puis peut-être que lui, dans son idée, il n'a pas envie de construire le bateau de pirate comme c'est mis sur la photo. Il a peut-être envie de le faire à sa façon. Donc il ne faut pas anticiper les gestes de l'enfant et il faut vraiment le laisser vivre ça. Et il y a aussi l'enfant qui veut avoir fini avant d'avoir commencé aussi. Oui. Donc là, on va le canaliser et justement avoir fini. Lui, il veut passer directement à la grande étape sans passer par les petites étapes. Donc on va faire en sorte de le rediriger sur un objectif moindre pour que petit à petit, il puisse grandir. Retrouver les étapes et que ce soit... et ça, c'est d'un enfant à un autre. Tous les enfants sont différents. 6e point, renforcer par de l'affection les progrès effectués. Effectivement, à chaque fois qu'un enfant progresse, eh bien, un nouveau câlin, un nouveau bisou, un nouvel encouragement. 7e, utiliser l'approbation et les cadeaux plus que le contrôle par les cris ou l'expression émotionnelle négative. Effectivement, lorsque un enfant ne fait pas bien, plutôt que de réprimer complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au manque de patience du parent, eh bien, on va plutôt utiliser l'approbation, on va plutôt utiliser l'encouragement que la réprimande.
8e point, ne formuler que des critiques positives qui aident à résoudre les problèmes et à régler les conflits autrement que par la violence. C'est évident, la violence ne doit pas faire partie de la famille. Ça mène à rien. Ça mène à rien. Donc, il faut encourager toujours l'enfant. 9e, montrer des aptitudes à conceptualiser et à résoudre les problèmes de la vie, en particulier les problèmes de couple. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que les parents sont des modèles et nous devons, dans la mesure du possible, montrer le bon modèle. Et effectivement, si l'enfant voit que dans la vie de couple, on arrive à trouver des solutions en parlant, en échangeant, en communiquant, eh bien, il va appliquer cette manière-là pour lui aussi. 10e, ne pas rendre l'amour conditionnel à la réussite scolaire ou sociale. Ça, c'est évident. On aime ses enfants dans n'importe quel moment, que ce soit des bons moments ou des mauvais moments. Même dans les échecs, oui. Voilà, cet amour doit toujours être présent et encore peut-être plus présent justement dans l'échec, encore plus démonstratif pour l'encourager et lui faire oublier ce moment de solitude qu'il a pu vivre. 11e, donc l'avant-dernière, réparer les éventuels effets néfastes de l'environnement social. Quelquefois, effectivement, on peut faire son possible dans sa vie, dans sa famille pour que ça se passe bien, mais on ne peut pas tout gérer dans la vie. Donc, on a forcément un environnement social qui peut interférer, interférer dans le bonheur de la famille et dans l'optimisme de l'enfant. Et donc, on va faire en sorte de montrer sa présence positive et sa compréhension des événements et des choses pour que l'enfant ne soit pas atteint par l'effet toxique d'autres personnes autour de soi, par exemple. Et la 12e et la dernière, savoir demander une aide professionnelle lorsque l'on est débordé. Effectivement, certains parents se sentent débordés à certains moments. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'échec à aller demander conseil auprès de psychologues spécialisés dans les enfants, dans les psychologues qui proposent des thérapies de couple, qui proposent des thérapies familiales. Il y a d'autres conseillers aussi. Et puis moi, c'est vrai que souvent, dans mon cadre de sophrologue, il m'arrive d'essayer de voir avec la maman comment faire pour optimiser des situations, comment faire pour répondre à des demandes et éventuellement leur donner quelques conseils. Et là, dans ces cas-là, je passe avec ma casquette de coach où je propose des solutions, mais c'est les personnes qui vont les mettre en place. J'amène pas, je suggère des choses pour que ça vienne d'eux-mêmes. Et donc, c'est tout ce travail-là qui fait que l'enfant va se sentir plus fort, plus optimiste et on va lui permettre de réussir positivement dans sa vie scolaire, dans sa vie de famille, dans sa vie sociale, parce que c'est très important la vie sociale aussi pour les enfants. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. Patricia, cette année, en plus, tu donnes des cours de yoga. Oui, j'avais commencé effectivement l'année dernière dans mon cabinet, donc les cours de yoga sophro, et puis forte de mon succès, j'ai dû me mettre en charge de chercher une salle. Donc les cours de yoga sophro auront lieu le jeudi soir, de 18h à 19h, 9 rue Carnot. Et je donne également des cours de yoga aérien les vendredis soirs de 17h30 à 18h30, les samedis matins de 9h à 10h, un atelier mensuel de 2 heures de 10h à 12h un dimanche par mois, et ce, 1 bis place Saint-Jacques à Compiègne dans l'ancien cinéma des Dianes. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement. Donc Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site ? J'ai un site qui s'appelle PF,
sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook, Ma page Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance. Et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone. 06 42 66 76 89. Une belle journée à tous.